nouveau numéro de décryptage sur Neo Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre en République démocratique du Congo. Le général Lucien René Likoulia, représentant le ministère public, a appelé les juges de la haute cour militaire à Kinshasa à condamner à la peine de mort Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. Le ministère public requiert également 20 ans de prison contre l'ancien chef de l'État pour apologie de crimes de guerre et 15 ans de prison pour complot. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. En RDC, peut-on parler d'un tournant judiciaire historique à la suite de la réquisition du ministère public demandant une peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila? La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris le maximum et curieusement même, ils ont ajouté quelque chose au maximum. Mais quand vous décidez de condamner quelqu'un à mort, généralement, si on n'applique pas la peine de mort, on transforme la condamnation en peine à perpétuité. Mais pourquoi y ajouter encore 15 ans pour complot? 15 ans et 20 ans. Pourquoi y ajouter 20 ans pour apologie de crime? Même si vous voulez superposer les peines, vous allez les... À perpétuité, tu vas ajouter quoi dedans? Peine de mort, tu vas ajouter quoi dedans? En fait, ça démontre un peu parfois comment on en veut tellement à une personne qu'on oublie même d'utiliser un peu sa raison pour que, quand on dit que la justice a fait son travail, que les gens puissent dire oui, la justice a fait son travail, le droit a été dit. Mais ici, n'oublions pas que Kabila n'est pas présent. Il a été condamné par contumace. Il ne s'est pas défendu lors de la condamnation. C'est des condamnations qui peuvent tomber facilement, puisque s'il se fait lui-même prisonnier, la condamnation tombe, il va falloir recommencer le procès. Mais on n'est vraiment pas du tout dans cela. Le problème de fond qui se pose ici, d'abord, c'est un ancien président de la République qui a été condamné. C'est un sénateur à vie dont on a enlevé l'immunité qui a été condamné. C'est quelqu'un que l'on accuse, je dis bien que l'on accuse d'être du côté du M23 qui a été condamné. La difficulté maintenant, ça va être de savoir, dans cette condamnation, qu'est-ce qui relève du droit? Rien que du droit. Et qu'est-ce qui relève du politique? Parce que tout le monde sait qu'il y a, après l'entente Kabila-Tshisekedi, qui a permis à Tshisekedi de devenir président de la République de façon frauduleuse, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, il y a eu une mésentente entre les deux, qui finalement s'est traduite par une adversité entre les deux, parce que Kabila, ce qu'il n'a pas fait pendant longtemps, a pris la parole pour dénoncer le pouvoir de Tshisekedi. Maintenant, quelle est la part également du politique dans cette condamnation? On ne peut s'empêcher de poser cette question. Mais les accusations sont lourdes, crimes de guerre, trahison, insurrection, mais quelles preuves ont été présentées? C'est pourquoi j'ai dit où est la part du droit, où est la part du politique. En droit, quand tu accuses une personne, tu peux accuser la personne de tout ce que tu veux. Ce n'est pas l'accusation qui compte. Quand vous allez dans un tribunal qui est indépendant, on prend votre accusation, on cherche les preuves, on cherche l'imputabilité. Parce que preuve ne signifie pas qu'il est responsable. Il y a une guerre. Si on peut dire la preuve est là, il y a la guerre, il y a des, comme ils le disent pour aggraver, il y a des morts, il y a des déplacements de population, etc. Il y a quelque chose de concret qui est là. Ça, c'est vrai. Maintenant, il reste quelque chose qui est plus compliqué. Où est l'imputabilité? C'est-à-dire, où est le lien entre Kabila, le M23? Quand je dis un lien ici, je parle d'un lien juridique. Je ne parle pas du lien où on dit, mais attendez, l'AFC est dirigé par quelqu'un qui est un proche de Kabila. Ça, c'est un indice. Ce n'est pas une preuve. C'est vrai, c'est un proche de Kabila. Mais où est la preuve que celui-là est le représentant de Kabila? C'est Kabila qui l'a délégué, c'est Kabila qui l'a mis là-bas. C'est plus compliqué à trouver. Et souvent, malheureusement, c'est là où la partie politique dans ce genre de procès prend un peu le dessus sur le côté juridique. Et comment expliquer que ces accusations émergent aujourd'hui, plusieurs années après son départ du pouvoir? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kabila n'était pas parti du pouvoir véritablement. Il avait quitté le pouvoir sans quitter le pouvoir parce que Tshisekedi était président de la République. Kabila avait la majorité au niveau de l'Assemblée. Il a vraiment, à la limite,
suivi pas à pas le président Tshisekedi, voire même l'empêcher de gouverner comme il le voulait. Tshisekedi a utilisé des subterfuges pour créer son union sacrée, pour pouvoir avoir une majorité au niveau de l'Assemblée et se libérer de la contrainte Kabila. C'est là où les problèmes ont commencé. Curieusement, Kabila n'avait pas réagi. Beaucoup de personnes s'étaient posé des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Certainement, il était en train de réfléchir pour voir comment revenir à la charge. Et c'est comme si ce qu'il a fait après un certain temps, où il a commencé à dénoncer le président Tshisekedi comme étant quelqu'un qui aujourd'hui fait de la dictature au niveau de la RDC, qui n'est pas capable de gérer le pays. Quand il y a eu la résurgence du M23, on le soupçonnait en disant qu'il est derrière. Il n'avait pas trop réagi, mais il réagissait plutôt en disant qu'ils sont incapables de résoudre ce problème, que lui, il peut apporter son soutien pour régler le problème. Finalement, il est allé s'installer dans la zone où se trouve le M23. Ce n'est pas une preuve, c'est encore un indice, parce que quand on parle droit, il faut être très clair. Et ça ressemble à ce que l'ancien président Bozizé avait fait en République centrafricaine avec le CPC, en allant s'installer dans la zone où se trouvent ces rebelles centrafricains. Effectivement, quand tu le fais, on te soupçonne automatiquement d'être de connivence. Mais entre être de connivence et être celui, comme il le dit, qui a organisé, parce que c'est ça l'accusation, un mouvement insurrectionnel, il y a une distance. D'autant que, il faut qu'on le rappelle, l'ancien président Kabila a lui-même affronté le M23 pendant qu'il était président de la République. C'est des éléments également qu'on doit rappeler d'un point de vue historique. C'est avec lui qu'il y a eu la première phase du M23 au niveau de la RDC. Maintenant, comment clarifier ces éléments quand on est dans un procès qui est déjà un procès militaire, parce qu'il faut le rappeler aussi, Kabila est un militaire devenu civil, mais tout ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que ce procès a été un procès équitable ou pas. Jugé par contumace, justement, quelle est la portée de ces décisions, quelles pourraient être également les conséquences d'une telle condamnation? Une chose est sûre, si Tshisekedi reste au pouvoir et qu'il reste dans la ligne actuelle, Kabila n'a pas d'avenir au niveau de la RDC. Bon, c'est vrai qu'avec les militaires qui ont trahi sur le front, la RDC avait décidé d'un moratoire pour dire qu'on ne va plus appliquer la peine de mort. Avec les militaires qui ont trahi, les militaires qui ont déserté, ils ont décidé de lever ce moratoire pour que la peine de mort soit applicable en RDC, c'est vrai, mais depuis qu'ils ont levé ce moratoire en 2024, aucune personne n'a été exécutée. Donc, a priori, on n'attend pas que cette peine soit appliquée, d'autant qu'il n'est pas entre leurs mains. Il n'est pas prisonnier pour qu'on puisse décider de pouvoir appliquer la peine sur une personne qu'on n'a pas entre ses mains. Donc, il y a cet aspect qui est là, qui est l'application de la sentence ou pas. L'autre aspect, pendant qu'on est là en train de discuter, est-ce que Kabila avait tort? Est-ce qu'on a les preuves? Est-ce qu'on n'a pas les preuves? Le problème de fond, il est là. La guerre a repris entre le M23 et l'armée de la RDC. Ça veut dire qu'on fait comme si on a résolu quelque chose, alors que la source véritable, le véritable problème, il est encore là, malgré les accords signés à Doha, malgré les accords signés aux États-Unis. Comment expliquer ce regain de violence et des combats sur le terrain, alors que des accords ont été conclus ici et là? Quand on parlait des accords, j'avais dit ici que les vrais accords vont être signés sur le terrain. Et j'avais dit que ce n'est pas un cessez-le-feu, parce que quand on signe un cessez-le-feu, il y a des critères qui sont donnés qui permettent de savoir qu'on a un cessez-le-feu. Première chose, c'est de dire on commence à telle date. Deuxième chose, souvent on pose le problème des lignes. Que chacun reste là où il se trouve, ou qu'on s'entende si les deux lignes sont proches, que chacun recule. Pour rendre un peu plus difficile une reprise de la guerre. On n'avait pas tous ces éléments-là. Et rappelons-nous qu'après la signature de Washington, il fallait qu'il y ait encore pendant une semaine la négociation qui devait régler ces questions, qui devait faire aboutir maintenant à ce que j'appellerais le cessez-le-feu réel. Pas le cessez-le-feu sur la base d'un accord de principe. Ces négociations n'ont pas
abouti. Le délai même est passé depuis longtemps, puisque les États-Unis s'attendaient à ce que tout soit réglé pour qu'on fasse venir certainement Tshisekedi et le président rwandais pour signer maintenant définitivement la fin de cette guerre. Cette signature n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Donc, l'accord de principe de Doha, l'accord de principe au niveau des États-Unis n'a pas réglé le problème de fond. Et je rappelle ma position de tout le temps, je préfère la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante, parce que c'est cette médiation qui prend en compte la réalité sur le terrain mais et qui quelles veut sont régler les avancées le justement aujourd'hui avec l'Église catholique? Oui, mais avec le changement de position de Fayoulou, qui défendait également cette médiation de l'Église catholique. Kabila également soutient cette médiation de l'Église catholique. Quand Fayoulou a pris le devant pour aller rencontrer le président Tshisekedi, ce qui était un pas, à mon avis, positif, de la grandeur d'un point de vue politique, quand il est sorti, il avait dit qu'il va tout faire pour que le président Tshisekedi puisse rencontrer ces médiateurs. Parce que ces médiateurs ont fait le tour, mais ils n'ont pas rencontré le président Tshisekedi. Il faut qu'il accepte de les rencontrer parce que, pour moi, c'est eux qui proposent la vraie solution pour la RDC. Pas une solution pour régler, j'allais dire provisoirement, la question du M23. Parce qu'après le M23, vous avez ADF qui est là, vous avez ces groupes rebelles multiples qui sont là-bas, qui tantôt vont aller soutenir le M23, tantôt vont aller soutenir le pouvoir. D'ailleurs, il n'y a pas seulement des affrontements entre le M23 et le pouvoir, il y a des affrontements également entre le M23 et ces groupes armés qui soutiennent le pouvoir. Et quels sont les risques de réaction violente ou de tension, notamment dans les bastions pro-Kabila? Pour le moment, il n'y a rien eu. La condamnation a eu lieu. On n'a pas vu de réaction particulière jusqu'à présent, puisque le président Kabila, son parti même, est en situation également de difficulté, puisque le pouvoir n'en veut plus. On n'a pas vu de réaction de la part de ses partisans. On a vu plus des réactions d'autres acteurs de la scène politique. Le parti de Moïse Katumbi, par exemple, Moïse Katumbi, qui est actuellement en dehors du pays, parle de dérive autoritaire. Et ils disent même qu'on a écarté un acteur clé pour la paix. Qu'est-ce qu'ils mettent dans acteur clé? Est-ce à dire qu'il a les insurgents, il a l'agenda pour régler le problème? Ou bien est-ce que l'accusation est vraie? C'est lui qui est derrière le M23. Donc s'il dit au M23 d'arrêter, le M23 va arrêter. Ça, on peut se poser la question. Vous avez le parti également Ensemble pour la République qui dit qu'avec ce procès, on tente de semer la terreur et la division au niveau du peuple de la RDC. Donc vous avez des réactions qui sont hostiles par rapport à cette condamnation. Les gens ne semblent pas être convaincus que la sentence qui a été donnée est celle qu'il fallait donner dans cette situation. Est-ce que cet affaire pourrait ouvrir la voie à d'autres poursuites contre des personnalités politiques ou militaires en RDC? Il va falloir faire la part des choses, parce qu'ici, Kabila est accusé à cause du M23, mais vous avez d'autres qui ont rejoint également le M23, dont l'ancien président de la CENI, qui est clairement celui qui dirige aujourd'hui AFC qui est en alliance claire cette fois-ci. Là, les preuves sont là avec le M23. Ça, c'est une chose qui est claire. Maintenant, est-ce que lui également, il va être poursuivi? Je ne saurais le dire. Est-ce que les membres de son parti vont finalement être poursuivis? Parce que, est-ce qu'il s'agit actuellement d'accuser Kabila en disant que c'est lui seul qui l'a fait? Ou bien est-ce que c'est lui et les membres de son parti? Puisqu'à un certain moment, on voulait même les empêcher de pouvoir s'exprimer au niveau des médias publics, etc. Tout ça, ça peut effectivement amener une poursuite contre d'autres personnes. Mais je crois qu'avant d'aller poursuivre d'autres personnes, il faut pouvoir convaincre d'abord de la culpabilité de Kabila. Voilà. Et je n'ai pas l'impression que le pouvoir a pu convaincre sur ce plan-là. Oui, Kabila présenté comme justement une figure centrale dans la situation actuelle au Congo, mais également dans les démarches de pistes de solution. Sa condamnation, est-ce qu'après ça rend encore sa voix crédible? Non, en fait, dans la partie politique, il y a cela. Quand je dis il y a cela, si Kabila est classé au même titre que le M23, ça veut dire que Kabila est un rebelle
ou bien quand on regarde les accusations, il a fait crime de guerre, il a fait preuve de trahison, il a fait apologie de crimes de guerre. Oui. Mais si on regarde les standards sur le plan international, celui-là est quelqu'un qui devient, pour ne pas dire paria, il devient infréquentable. Mais ne vous en faites pas. On nous a souvent dit on ne négocie pas avec les rebelles, on ne négocie pas avec les terroristes. Et ceux qui l'ont dit ont négocié avec. Donc, a priori, il peut être exclu. Par réalisme, on a vu les gens négocier avec des gens pour lesquels ils avaient dit qu'ils ne vont jamais s'asseoir avec eux autour de la même table. Donc, avec Kabila, la même chose peut se passer. Maintenant, pour le parti au pouvoir, c'est une façon de le vouer aux gémonies, aussi bien devant les populations de la RDC, pour leur dire, voilà un des responsables de ce qui vous arrive. Il soutient le M23. Bon, ici, ils ne l'ont pas trop bien précisé, mais on considère qu'il est également de connivence avec le Rwanda et le président du Rwanda, parce qu'on le rappelle, pour venir là où il est passé par Kigali, il est passé par la frontière avec le Rwanda. Et quels sont les espoirs de sortie de crise en RDC, vu la situation actuelle? Moi, je compte, comme je l'ai dit, plus sur la médiation interne. Parce que dans ce genre de crise, il faut que les citoyens de la RDC fassent preuve d'un sursaut pour comprendre que 30 années de guerre infinie n'apportent absolument rien à la RDC en tant que pays, absolument rien aux citoyens également de la RDC. Ils doivent être les premiers à vouloir mettre fin et de façon définitive à cette guerre. Parce que quand vous regardez l'accord de Doha, c'est des gens qui cherchent un espace où ils vont vouloir venir investir et bénéficier des ressources. Trump, n'en parlons pas, lui il a été très clair. Lui, ce qu'il cherche, c'est de bénéficier des ressources. Et comme passer par Kinshasa, c'est très loin, il s'est entendu avec Kabila pour que les richesses puissent passer par le Rwanda. Mais ça, ce n'est pas résoudre le problème de la RDC. C'est pourquoi, à mon avis, si on veut résoudre ce problème véritablement, il faut suivre cette médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante ou les intégrer dans ces médiations à caractère international pour qu'on trouve une véritable solution pour la RDC. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.